Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Bienvenue dans cette deuxième partie de ce numéro des GG de ce vendredi 16. Des mouvements sociaux ont perturbé les différentes activités sociopolitiques et économiques dans notre pays. Et les mois d'avril et mars en ont été que tumultueuses. Quel impact et quelles conséquences cela a eu dans un pays où la politique a fini de diviser au plus profond les opinions et l'unité nationale. Nous avons dans ce studio notre invité, l'honorable Amadou Damaro Camara. Il est président du groupe parlementaire RPG Arc-en-Ciel à l'Assemblée nationale, avec qui évidemment nous allons démêler tout ça. Notre invité, honorable Damaro Camara, président du groupe parlementaire, qui est en studio. Bonjour honorable. Bonjour. Bienvenue. Toujours content de me retrouver parmi vous. Mois de mars-avril très chargé en activité, en actualité chez nous. Nous ne sommes pas en avril. Février-mars. Février-mars, je me démêle un peu les pinceaux. Donc, je n'étais pas là tout le mois de février. Ce que j'ai regretté, c'est qu'on fasse l'amalgame entre le politique et le syndical. À côté de la liberté syndicale, il doit y avoir la responsabilité syndicale. Les syndicalistes ne doivent jamais accepter que leurs revendications, que leurs mouvements qui ne doivent pas être d'ordre politique soient récupérés par des politiques. Mais à un moment donné, avec l'alternance entre le politique et le syndical, on se demandait est-ce qu'il y a un hasard? Est-ce que c'était pas une coïncidence? Parce qu'au sortir des élections communales, il y avait les problèmes de résultats qui se posaient. Il y a eu cette grève des syndicats. Mais eux-mêmes, les syndicats, n'ont jamais fait l'amalgame entre leurs revendications et le mouvement politique. Ils sont restés droits dans leurs bottes. Et ici sont des refusés catégoriquement. Même dans nos studios, ils ont toujours refusé une quelconque acquaintance. Jamais eu de langage politique. Les appels à la grève ne sont pas des calamités qui tombent du ciel. C'est un groupe d'hommes qui appellent à rester à la maison, aller en classe ou ne pas aller en classe. Quand cela doit coïncider à une certaine atmosphère politique, la responsabilité syndicale veut que l'on... Attendez, vous n'acceptez jamais, c'est ça votre problème ici. Allez-y. Vous posez la question, vous avez la réponse. Vous dites, sortez. Mais vous trouvez qu'il y a une atmosphère qui peut amener, qui peut mettre même vos travailleurs en danger. La responsabilité veut que l'on change de stratégie ou que l'on reporte sa stratégie. C'est aussi simple que ça. Nous n'en sommes plus là. Nous ne sommes pas là de toute façon. J'ai envie que vous vous prononciez un peu sur l'accord trouvé entre gouvernement et syndicats ces derniers temps. C'est quoi votre avis sur l'obtention enfin des réclamations des syndicats? Il y a une cinquantaine de milliers de syndicalistes. Il y a 12 millions de Guinéens. Chaque fois qu'on a essayé de forcer à satisfaire financièrement une corporation de cette façon, c'est d'autres corps, c'est d'autres groupes qui en pâtissent. C'est ça la réalité. Qu'est-ce que vous voulez me dire ce matin? Mais il y a des coupes budgétaires pour trouver 600 milliards. Ça doit être dans des investissements qui peuvent vous impacter, qui peuvent impacter les élèves, les parents d'élèves, les enseignants eux-mêmes. On se plaint de ne pas avoir d'hôpitaux, on se plaint de ne pas avoir de routes. Comme à quel carburant par exemple? Mais écoutez, de toute façon, il s'agit de l'argent. Quand il s'agit de l'argent, il faut les trouver quelque part. Vraiment, on n'est même pas venu pour... Non mais franchement, peut-on dire en Guinée que cette augmentation ou cette coupe, cette paye de 30% aux enseignants aurait un grand impact sur notre économie au point de faire des coupes budgétaires de gauche à droite? Il y a un problème que vous ne savez pas ou que le grand public ne sait pas. Est-ce que c'est pas soulever d'autres problèmes que de dire on va bientôt augmenter le carburant? Quand on vous parle du Fonds monétaire, par exemple, beaucoup sont irrités. Le Fonds monétaire ne donne certainement pas suffisamment d'argent, mais le cutus du Fonds monétaire permet aux bailleurs de fonds de venir s'investir. Et on s'est dit avec le Fonds monétaire, écoutez, nous allons rester dans ce cadre. On balise une route. Mais dès qu'on dérape, on dit aux investisseurs, attendez un peu, il y a problème. Et quand on attend un peu, il y a un problème, même pour un an, ça impacte le développement. Écoutez,
c'est pas quand même de la poudre aux yeux. Quand c'est des Chinois qui proposent tant de milliards, on va dire oui, c'est la Chine. Mais les Occidentaux en ont proposé aussi 21 milliards. Et qu'au même moment, pour un problème de 600 milliards, qu'on dérape et qu'on dise oui, nous mettons en sourdine jusqu'à ce que certains équilibres soient atteints, c'est dommage qu'on en arrive là. Et le problème, c'est que derrière, il y a des politiques qui ne veulent pas justement qu'il y ait ces réalisations. Ce n'est pas de la propagande, c'est une stratégie qui n'est même pas cachée. C'est une stratégie qu'on a toujours dénoncée ici. Ce qui n'est pas aussi caché... 600 milliards, c'est 60 millions d'euros. D'accord, mais ce qui n'est pas aussi caché en Guinée, c'est cette gabegie financière, cette corruption que le président de la République lui-même, il reconnaît des fois. Justement, est-ce que si le président à la tête misait davantage sur une clarté dans la gestion du bien public, lutter contre la corruption, etc. Est-ce que ce n'est pas un bon début de regroupement des 60 millions d'euros honorables? Je suis à 100% d'accord avec vous, surtout que cette corruption se révèle beaucoup plus même sur la chaîne de l'éducation. Imaginez-vous, madame, que rien que dans le public, qui déclarait avoir 70 000 étudiants, ils n'en ont que 47 000. Les universités privées, qui annoncent avoir 40 000 étudiants, n'en ont que 21 000. C'est pas du fait des syndicalistes. Non, mais attendez, mais c'est pas les syndicalistes, ils parlent au nom de quoi? De qui? Pas les enseignants. Oui, mais ce ne sont pas les enseignants. Mais c'est qui bénéficier? Ce sont les promoteurs, justement, des privés qui sont de haut cadre pour la plupart dans l'administration publique honorable. Qu'est-ce qui a été fait contre eux? Vous avez un groupe parlementaire puissant que vous dirigez, vous n'avez pas demandé une enquête parlementaire pour faire toute la lumière et mettre hors d'état de nuire quand même les promoteurs de ces institutions d'enseignement privé. Non seulement nous l'avons fait, et nous avons recommandé même à ce que des économies, mais le premier résultat c'est qu'on a demandé à ce qu'on n'envoie plus d'étudiants dans les universités privées. Oui, mais attendez. Oui. Quand vous posez la question, allez-y, vous avez la parole. Laissez répondre. Oui. Je veux tout simplement dire que ce soit fondateur d'université, que ce soit professeur à l'université, ce sont des enseignants. Ce sont des gens qui ont la responsabilité d'éduquer nos enfants, d'éduquer la génération future. La loi des finances 2018. Vous avez vu cette loi. Vous allez d'abord nous dire, est-ce que ça vous disait déjà que les 40% pouvaient être pris en compte sans problème? Ou alors vous n'avez pas vu ces 40%, vous n'avez pas vu la capacité du gouvernement à prendre en compte ces 40%, mais vous avez fait semblant de ne pas voir ces réalités-là et vous avez voté la loi. Parce qu'aujourd'hui encore, c'est le problème du budget. Quand on vote la loi en janvier, qui est un plan, qui est une projection, vous croyez que l'argent est dans la caisse en février pour être disponible? Ça ne se passe pas comme ça, la gestion d'un budget. Un budget, c'est un plan, c'est une planification. Mais quand on fait on jette des enfants dans les rues comme ça compromet les projections. Vous avez vu la loi. J'ai dit que nous avons vu la loi. Oui. La loi. Vous aviez vu, est-ce que, à votre connaissance, lorsque vous avez eu la loi des finances 2018, vous aviez connaissance de la prise en compte des réclamations du syndicat qui sont antérieures au vote de la loi? C'est ça. Mais c'est même au-delà de ces réclamations. C'est-à-dire que nous avons prévu beaucoup plus que leurs réclamations. Donc, mais ça ne correspond pas. Mais la rentrée... Ça veut dire que le budget pouvait supporter. Non, mais écoutez, je ne sais pas si vous comprenez ce que c'est qu'un budget. Un budget, je dis, si j'ai 100 millions demain, voilà ce que je ferai à partir d'après-demain matin. Mais si je n'ai pas les 100 millions demain encore, même si j'ai prévu d'utiliser les 100 millions après-demain, je peux le faire? Non, c'est ça la projection. Ce n'est qu'un plan, ce n'est qu'une estimation, ce n'est qu'un désir, le budget. Ce n'est pas du numérique pour dire dès que tu cliques, ça est là. C'est pas ça le budget. Alors, donc si je comprends très bien, vous aviez, si vous voulez... Nous sommes un pays pauvre, qui est... Vous nous avez dit toujours... Honorable, permettez-moi de poser cette question. Franchement, en Guinée, si on luttait contre la corruption, si on essayait
de faire en sorte que cet argent, ce gap énorme qui disparaît dans la corruption, dans la gabégie, revient dans les caisses de l'État, est-ce qu'on ne résout pas en partie le problème de l'amélioration des vies, des conditions des On aurait réussi à améliorer les conditions de vie. Alors, on aurait réussi à faire beaucoup de choses. Alors, mais la corruption, écoutez, la corruption, vous croyez que c'est Alpha Condé qui donne de l'argent sous table? C'est les cadres. Oui, mais c'est les Guinéens. C'est les Guinéens à tous les niveaux. Que fait-il? C'est les Guinéens à tous les niveaux. Je suis d'accord avec vous. Que fait-il pour instruire à la justice? Je suis d'accord avec vous. Nous avons même voté. Nous avons même voté une loi anticorruption. Il ne nous revient pas à l'Assemblée de l'appliquer. Il revient à l'exécutif de l'appliquer. Et je les interpelle à punir les malfaiteurs, à punir les bandits au col blanc. Oui, je suis d'accord avec vous. Quand le même président, il n'y a pas de discussion. Quand le même président va devant les femmes au Palais du Peuple le 8 mars et promet de prendre ses responsabilités, promet de sévir contre la corruption, etc. Et 2 jours après, le même président dit aux Guinéens, ah ben, vous dites que les gens volent, etc. Vous avez les preuves? Est-ce qu'il n'y a pas une grosse contradiction? Non, il n'a pas dit comme ça. Non, attends, Roby. Est-ce qu'il y a une véritable volonté de lutter contre la corruption honorable? Le président Alpha Condé apprenait quelque chose de lui. Il a toujours surpris ses partisans, mais il a toujours dérouté aussi ses ennemis. Ça, il faut le retenir de lui. Il a dit, je prendrai mes responsabilités. C'était le 8. Nous sommes le 16 aujourd'hui. Ne lui demandez pas qu'à une semaine qu'il puisse régler ce qu'il a promis. Attendez. Ensuite, il dit, je ne ferai rien sur la pression. Et c'est un homme qui ne fait rien sur la pression. Quand on lui dit, il faut, il prendra son temps. Mais quand il dit aussi, attendez, quand il est parti même jusqu'à dire à la société civile, quand il les a rencontrés, je vous autorise à signaler, mais avec preuve, documenter des cas d'enrichissement illicite. Je prendrai mes responsabilités. Mais est-ce que c'est à la société civile de faire ce travail? Très bien sûr, pourquoi pas? Il y a la société civile qui travaille. Il y a la société civile qui travaille. La société civile, c'est un de ses rôles. Il y a Ablogui, il y a absolument Ablogui qui aujourd'hui... Il y a des ONG anti-corruption. C'est ça la société civile. Quand le président de la République dit aujourd'hui qu'il faut l'informer, est-ce que c'est pas un aveu d'impuissance? Parce qu'il ne peut pas dire qu'il n'est pas au courant. Rien que dans les GG, combien de scandales dénoncés? Mais quelle réaction? Mais attendez. Le président est dans son palais. Il a besoin de vous pour l'informer. Il a besoin de tout le monde pour être informé. C'est ce qu'on fait. Oui, les services secrets sont bien. La population est plus puissante. Où est le relais? Je dis que la population est plus puissante. Où est le relais entre les informations que nous donnons et les actions que l'État doit prendre? Vous avez toujours vos sources que vous appelez protégées. Oui, on apprend que la loi. Oui, mais vous dites on apprend que législateur. Non, pas nous. Oui, mais vous dites c'est la loi. Oui, mais quand vous dites seulement il y a corruption. Honorable, je vous donne 2 exemples. Dans tel ministère. C'est ce que vous dites. Honorable, moi j'aimerais elle a été corrompue. Voici les preuves. Et s'il ne réagit pas, d'accord. Honorable, je crois que c'est un débat. Honorable, si la presse dénonce un fait de corruption dans un ministère sans citer les sources, c'est à l'État d'aller investiguer dans ce ministère-là. Je suis d'accord. Ahmed Mara. Je suis d'accord. On ne fait pas suffisamment pour aujourd'hui les corrompus. C'est pas surprenant. Je suis d'accord. Ce n'est pas surprenant que vous défendiez le chef de l'État. Tout à l'heure, elle rappelait le cas d'Ablogui qui met aujourd'hui sur la toile notamment des images de bâtiments appartenant à de hauts commis de l'État, dont certains d'ailleurs ont reconnu l'appartenance à ces propriétés-là. Bon. Or, en matière, permettez, en matière d'enrichissement illicite, la charge de la preuve n'incombe même pas à l'accusation, mais plutôt à la personne qui s'est enrichie. Ah non, non, c'est l'accusation qui doit prouver. Non. Si. Lorsque votre salaire ne justifie pas, par exemple, que vous viviez dans un palace, il appartient à l'État de vous poser des questions sur la façon dont vous êtes enrichi au point d'avoir votre palace. J'ai vu. Mais secondo, que dites-vous de ces 400 millions de dollars versés notamment par la SMB à l'État guinéen au cours de l'année écoulée, mais dont on n'a jamais entendu parler? Les grandes gueules. Voilà encore. 400 millions de dollars versés. C'est le directeur général qui le dit. C'est pas vrai. Ah, mais il l'a dit. Non, attendez. Nous l'avons entendu. Attendez. Quelle est l'exploitation du SMB? 400 millions de dollars, il n'est pas encore à 30 millions de tonnes. Divisé
400 millions vers 30 millions. Combien il donne? Ça veut dire peut-être que les estimations officielles... Ce n'est même pas possible en une année que la SMB puisse payer 400 millions. Oui, mais combien il paye par tonne de bauxite? Est-ce que vous allez investiguer là-dessus? Parce que si déjà vous dites que c'est faux, ça veut dire que déjà vous avez une position et que vous n'allez pas investiguer là-dessus. Le chiffre, d'abord, il ne me revient pas d'investiguer. Il revient à d'autres structures de le faire. Mais quand on dit une société a payé pendant une année 400 millions, ce n'est même pas son chiffre d'affaires, mais payer à l'État 400 millions, je me demande combien de tonnes il produit. Et vous pensez qu'il a exagéré? Non, mais voyez tout de suite, faites ce petit calcul-là. 400 millions divisé par 30 millions. Ça lui fait combien par... C'est même plus le prix de la tonne de bauxite. On ne peut pas donner plus que le prix de la bauxite. On a vu la sortie du parquet hier, présentant à la presse un suspect qui, selon lui, serait impliqué dans des cas d'assassinat en Guinée. Et également, il y a eu ces violences enregistrées à Conakry et autres. Les forces de sécurité sont accusées de beaucoup d'assassinats et autres. Comment réagissez-vous par rapport à tout ce qui se passe sur le plan politique et les cas de violence? Un certain Boubacar Diallo, alias Grenade. J'ai suivi la télévision hier. J'avoue que j'ai été déçu. Déçu des deux côtés. Qu'on ait 90 morts. 13, 93. Que mon ami Cellou Dalein se plaise à compter les morts. Mais qu'au même moment, il abrite, il cache, il exfiltre un des probables assassins, il l'entretient à l'extérieur, il accepte qu'on l'introduise sur d'autres identités et il est en accointance. On a vu des images avec sa femme, on a vu des images avec son député, on a vu des images avec ses gardes, on a vu des images de groupes de jeunes qui ont le même accoutrement que ce Grenade, qui ont les mêmes façons, des mêmes amulettes, des mêmes képis de militaires, des mêmes pantalons de militaires. Ça, pour quelqu'un qui compte diriger demain la Guinée, et à la moindre des choses, c'est le monsieur qui est prêt à prendre des bouts de phrases d'Amadou Damaro, les compiler, les envoyer à toutes les ambassades, qui prennent des images, parfois même du Rwanda, de Sierra Leone ou des choses, pour les envoyer comme on appelle, à des ambassades, et qui se plaît à compter le nombre de morts des enfants des autres. Souvent, pourquoi? Regardez par exemple, ces 3 derniers qui sont morts. Ils sont morts pourquoi? Pour quelques conseillers dans les mairies des communes? Dans quel but? Quelle est la réalité? Est-ce que c'est un programme de société, le même programme de société qui s'applique à Manfreya, au village de Manfreya, au village de Damaro? Mais ce n'est pas vrai. Je l'accuse d'être un croque-mort. Je l'accuse de faire du commerce avec le corps des enfants des autres. Non, je ne suis pas fâché. Je ne suis pas fâché. Je ne peux pas, ça c'est de l'hypocrisie politique. Tu ne peux pas te plaindre Attendez, laissez-moi terminer. Peut-être que, je ne sais pas, je vous choque peut-être, mais... Bon, ok, alors, laissez-moi terminer. M. Cellou Dalein Diallo fait de l'hypocrisie politique. Et finalement, on a à se poser la question, à qui profitent ces morts? Parce que lui, il n'a de fonds de commerce que ce décompte macabre pour dire nous sommes à 93. Et les enfants qui ont été brûlés à Kalenko, avez-vous entendu Cellou Dalein s'en offusquer? Ce sont ces militants qui sont venus brûler ces enfants. On a vu. Si. Mais écoutez, la vieille, la femme, la pauvre maman. Tout le monde a vu ces vidéos. Ce ne sont pas des martyrs quand on dit. Ce sont des militants de l'UFDG qui sont venus pour dire on est en train de nous tricher et on va nous tricher. Avant même qu'on commence les décomptes, on est venu. Attention, je veux dire qu'il n'y a pas. Mais la preuve aussi. Là, attendez aussi. Je vais terminer. Quand on dit rapidement, à la moindre des morts, on connaît qui a tué et on connaît comment il a tué. Il y a un mot qui est fréquemment employé. C'est un gendarme qui a tué à bout portant. Avec tout ce qu'on a comme téléphonie,
Tout est filmé dans ces manifestations. Jamais on n'a vu un gendarme tirer. C'est ce qui fait de ces morts-là des morts mystérieuses. Le travail de la justice, M. Camara. Oui. Que vous parlez d'hypocrisie politique, mais quand même, on a une justice aujourd'hui qui ne veut absolument rien faire. On a une justice qui peine à rassurer les justiciables. Je suis d'accord. Mais ça fait 7 ans de gouvernance, on n'a aucune idée. Oui, mais une justice ne se construit pas. Ce sont des hommes. Hein. Une justice ne se construit pas en 7 ans. C'est un processus. Une justice ne se construit pas en 7 ans. Même demain, on se plaint encore de la justice aux États-Unis, de la justice en France. Vous parlez de la facilité aujourd'hui. Vous parlez de la facilité aujourd'hui, les téléphones et tout ce qui s'en passe. Quand vous parlez, peut-être qu'ils n'ont pas les moyens, ils ne peuvent pas avoir tous les moyens de les élucider, mais qu'il n'y ait pas 2 ou 3 cas, je le regrette. Qu'il n'y ait pas au moins quelques cas, je le regrette. Mais que celui qui croit, celui qui prétend diriger demain la Guinée, n'aille pas dans cette hypocrisie. On dit que le criminel tue toujours 2 fois sa victime. La deuxième fois en essayant d'effacer ses traces. L'IED, c'est parachever le crime. Dans ce cas précis, l'IED a parachevé le crime. On a quand même des Guinéens. Pas des politiques, laissons ça. UFDG, RPG, d'accord. C'est des Guinéens qui trouvent la mort. Je ne comprends pas quand vous essayez de... Encore une fois, ces partis-là, comme vous lui dites, qui envoient des enfants à la rue, aller à la rue n'est pas synonyme d'allez-y trouver la mort. Et quand on dit État, vous avez une longue carrière de militaire, vous êtes de l'armée, vous savez qu'il y a des corps constitués. Vous savez qu'il y a des corps constitués dans le pays. On n'avait pas, pardon. À part la formation militaire après les études supérieures au camp. Je ne suis pas militaire. D'accord. Alors, honorable, imaginez qu'il y a des corps constitués dans ce pays, il y a des corps organisés, aussi bien organisés que la gendarmerie et la police. Oui. Alors, qui doit faire ce travail-là? Comment voulez-vous que les manifestants eux-mêmes s'autogèrent sur le terrain? Quand les manifestants n'ont de cible que des escadrons, quand ils ne se dirigent que vers les escadrons pour aller les casser, pour prendre les armes, vous semblez justifier aujourd'hui qu'il y ait des tirs à balles réelles. Attendez, je ne justifie rien. Les tirs à balles réelles, il y a des tirs d'armes militaires, il y a des tirs de chevrotines, il y a des tirs. On a pris aussi, mais c'est ça la preuve. C'est qu'on a pris des gens, non seulement parmi les manifestants armés qui sont supposés être pacifiques, qui n'ont rien à voir avec des képis de béret rouge et qui s'appellent colonels quand ils sont dans la rue. Ça, c'est pas justifié. Et moi, en tant que leader, j'aurais dit non. Je ne veux pas te voir dans mes rangs. Mes protestations, ma marche est pacifique, je vais réclamer quelque chose. Mais quand on casse, qu'est-ce que vous avez entendu un de ces leaders dire non, s'il vous plaît? Et qu'en est-il de ceux qui sont venus casser ici à Espace? Qu'en est-il de ceux qui sont venus ici casser dans nos locaux? Quel que soit le camp. C'est bon. On a tourné la chose. On n'a qu'une minute. On a tourné la chose. On va organiser le débat. On a qu'une minute. On va organiser le débat honorable. On sait que vous avez beaucoup à dire. Jacques Léo-Alénon, s'il vous plaît. Je voudrais vous entendre quand même sur l'origine de ces manifestations, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un fait politique. Ce sont ces élections communales. Il y a des réclamations qui ont été portées devant la CENI et il y a eu une réponse qui n'a pas plu à l'opposition. Merci. Disons donc aujourd'hui, pour vous, c'est quoi la solution? Merci. La solution, c'est le respect de la loi. Quand on a fait pression pour voter un code électoral, quand on a fait pression pour voter une certaine forme de code électoral, la loi que vous avez votée à deux. Non, mais je dis quand on a. Oui, je ne dis pas eux et nous. Ne me coupez pas la parole. Quand on a accepté que des contentieux électoraux doivent aller devant des instances de la République et que les instances de la République se prononcent. Si ça ne te plaît pas, on respecte. C'est ça aussi la loi. On ne dit pas, je ne suis pas content. Donc ce que je n'ai pas reçu dans les tribunaux, je dois aller dans la rue. Très rapidement, en 30 secondes s'il vous plaît, la CNTG aussi entre dans la danse. Ils disent que la mesure de 30% ne doit pas seulement se limiter aux enseignants. Et je crois qu'une réunion est imminente aujourd'hui à la Bourse du Travail. Mais très rapidement. Je ne suis pas au fait de ce dossier.
Mais c'est la République, il y aura des répondants pour gérer avec eux. Merci, honorable Damaro Camara, d'avoir accepté notre invitation dans ce studio ce matin. C'est à moi de vous remercier. Merci, vous étiez très nombreux à nous suivre dans ces grands numéros de GG de ce vendredi 16. Je vous rappelle que vous pouvez suivre la rediffusion de cette émission quand il est 18h sur Suite FM. Et quant à moi, ça me fera évidemment le plaisir de vous retrouver lundi quand il est 9h. Merci.